Certaines images ne sont pas seulement des photos, elles sont devenues des fragments d'histoire, des instantanés gravés dans la mémoire collective. En un simple regard, elles nous bouleversent, nous questionnent et nous rappellent à quel point un seul clic peut capturer la complexité du monde. Derrière chaque cliché iconique se cache un moment suspendu, un instant du temps capturé à tout jamais. Parfois porteurs d'espoir, parfois témoins du chaos, ces clichés transcendent leur époque pour devenir de véritables symboles. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les coulisses de ces images qui ont marqué l'humanité et découvrons les histoires souvent méconnues qui se cachent derrière elles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, j'ai perdu la plante qui trônait juste devant le clap de cinéma. Et puis sinon, ça va un petit peu parce que j'ai terminé The Witcher 3 et je viens de terminer hier Hearts of Stone. Et demain, je commence Blood and Wine. Et je suis hyper heureux. Aujourd'hui, je vous invite à approfondir vos connaissances quant aux clichés les plus célèbres de l'histoire. Il y en aura 5 avec une petite analyse vite fait suivie du contexte du cliché en question. Et sans plus attendre, commençons. Le 14 août 1945, le Japon capitule, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les rues de New York, la joie explose. C'est dans cette euphorie que le photographe journaliste Alfred Eisenstadt, travaillant pour Life Magazine, capture un instant devenu mythique. Un marin en uniforme qui embrasse une infirmière en pleine rue, à Times Square. Alors que nous montre l'image de manière brute, si on l'analyse comme ça, quand on l'observe, qu'est pas ça? Eh bien, nous avons premièrement un baiser passionné au milieu d'une foule en totale euphorie. On a un marin vêtu avec des couleurs foncées qui va venir contraster avec le blanc de l'infirmière, et aussi l'inclinaison des corps, et le mouvement de la foule derrière, qui viennent ajouter du dynamisme à l'image. Elle est quand même belle cette photographie. Peut-être est-ce un couple heureux de se retrouver après des années de séparation. Peut-être que ce marin était en permission et qu'il devait repartir au front dans peu de temps, et que cette victoire est venue sonner l'unification de son couple pour toujours. Et si je vous disais qu'il ne s'agissait pas d'un couple? Alors pendant longtemps, cette photographie a été considérée comme étant l'illustration parfaite du romantisme et du bonheur d'après-guerre. Pourtant, et peu de gens savent, le marin de son vrai nom Georges Mendonça ne connaissait absolument pas l'infirmière, qui s'appelait quant à elle Greta Zimmer-Friedman, et inversement. Greta a témoigné bien plus tard qu'elle n'avait pas donné son consentement. Elle était surprise, presque prise de force dans cet élan de joie du marin enivré par la victoire. L'image prend donc une nouvelle dimension. Ce qui semblait être un moment romantique était en réalité un geste imposé, ce qui a conduit à des débats sur la perception du consentement et sur la spontanéité de l'image, dans l'histoire des clichés célèbres de l'histoire de la photographie. Alors, romantisme spontané ou geste déplacé, je vous laisse à vos stylos, en tout cas l'histoire, elle, en a fait une légende. Alors si l'on met de côté ce petit aspect qui a fait débat et que l'on se demande pourquoi cette photographie est devenue si célèbre, c'est assez simple. Pour commencer, c'est un mélange de timing parfait, le photographe a capturé une émotion brute, improvisée littéralement, mais aussi de composition forte, avec pour commencer ce contraste de couleurs et de dynamique visuelle, mais aussi les forts symboles universels qui sont présents. On a la fin de la guerre, on a la libération, la joie, le soulagement, et donc aussi, avec ce quiproquo, on a de l'amour. On passe maintenant à une photographie sans doute plus connue que celle que je vous ai montrée juste avant, The Falling Man. Alors pour le contexte, ça se passe durant un événement très tragique, très célèbre, qui a eu lieu au mois de septembre en 2001 à New York. Je dis pas certains mots-clés parce que je crois que la vidéo peut être censurée, mais je pense que vous avez compris. Et alors que les étages supérieurs sont en flammes, des centaines de personnes vont se retrouver piégées, sans issue. Et certains, pour échapper à la chaleur insupportable, vont choisir de sauter. C'est dans cet instant tragique que Richard Drew, un journaliste photographe pour l'Associated Press, capture une image devenue l'une des plus emblématiques et controversées de cet événement. Un homme en chute libre, la tête en bas, tombant le long de la tour nord. Cette photo sera baptisée The Falling Man. Alors, que nous montre l'image? On a un homme qui semble étrangement calme, son corps est presque aligné sur l'axe du bâtiment, l'arrière-plan est très épuré, unifié, la tour devient une simple colonne qui accentue la verticalité et la chute. L'image est à la fois magnifique et insoutenable, car elle vient capturer une sorte d'humanité faisant face à l'inimaginable. Cette image, elle dégage aussi une sorte d'inéluctabilité. On se sent impuissant. Cette photo, elle est juste glaçante en fait. Même moi, j'ai hésité à la mettre, parce qu'elle peut être malaisante pour certains. Je sais aussi que je n'en discute pas de la même manière que j'ai pu le faire avec le baiser de Times Square. En plus, il s'agit d'un premier épisode. Je teste le format, mais j'ai quand même tenu à en parler parce que justement, la photographie, c'est aussi ça.
Bref, cette image évoque donc le choix impossible auquel étaient confrontées des centaines de personnes, à savoir mourir brûlé ou sauter dans le vide. Une question qui a beaucoup été posée, c'est celle de l'identité de cet homme. Son identité n'a jamais été confirmée à 100%. On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un certain Jonathan Riley, un employé du restaurant Windows on the World, situé au sommet de la tour nord. Sa famille et ses collègues ont même reconnu sa silhouette, mais pour autant sans certitude absolue. Alors contrairement aux autres photos de cet événement de septembre qui montrent la catastrophe de loin, celle-ci est intime et personnelle. L'homme n'est plus une victime anonyme, il est quelqu'un, avec une vie, une famille. D'ailleurs, on peut dire sans peine que cette image a beaucoup choqué et continue de choquer à l'heure actuelle, car elle montre la réalité brute du drame sans filtre. D'ailleurs, certains médias américains ont préféré ne pas la diffuser tout court, la jugeant trop difficile à regarder. Et c'est vrai qu'en tant qu'Européens, on peut penser que cette photographie est très lointaine, mais imaginez-vous New-Yorkais ou États-Uniens. Ça doit vraiment faire quelque chose. On parle là quand même d'un des plus gros traumatismes de ce pays. Et contrairement aux images des tours en feu, que tout le monde connaît, celle-là force à voir l'aspect humain du désastre. Cette image est importante car elle incarne l'horreur du choix forcé. Aucun des jumpers, puisqu'un nom a été donné à ces personnes qui ont été obligées de sauter, ne voulait mourir. Il n'avait tout simplement aucune autre option. Elle a permis de donner un visage aux victimes et de ne pas réduire l'événement à une simple catastrophe structurelle. The Falling Man est donc l'une des photographies les plus troublantes de l'histoire contemporaine. Ce moment suspendu dans le temps, devenu symbole de la tragédie, illustre donc le désespoir d'un jour qui a changé le monde. Elle pose d'ailleurs une question essentielle sur le rôle de la photographie. Doit-on montrer l'insoutenable pour témoigner de la réalité ? Nous sommes en 1932, en pleine Grande Dépression. L'Amérique traverse l'une des crises économiques les plus dures de son histoire. Malgré cela, New York continue de se transformer. La construction du gratte-ciel redessine la silhouette de la ville, symbolisant à la fois le progrès et l'espoir. L'un des projets phares de cette époque est la construction du Rockefeller Center, un immense complexe de bureaux au cœur de Manhattan. Pour en faire la promotion, les propriétaires du chantier demandent à un photographe de capturer une image pouvant marquer les esprits, qui montre la grandeur du projet tout en mettant en avant les ouvriers qui le rendent possible. C'est donc dans ce contexte que la célèbre photographie Lunch Atop a Skyscraper est capturée. Nous y voyons 11 ouvriers assis sur une poutre d'acier suspendue à plus de 250 mètres du sol, au sommet du Rockefeller Center, en train de déjeuner et plaisanter comme s'ils étaient sur un simple banc de parc. La photographie est publiée le 2 octobre 1932 dans le New York Herald Tribune et devient instantanément légendaire. Bon alors, on y voit quoi dans cette photographie ? 2 secondes, je vais vous le dire. Des hommes paisibles, détendus, pourtant perchés à une hauteur vertigineuse. En arrière-plan, on aperçoit le brouillard new-yorkais et les bâtiments en construction, ce qui accentue l'impression de hauteur. Et ce qui choque aussi dans cette image, c'est le fait qu'accessoirement, aucun de ces ouvriers ne porte de putain de harnais de sécurité. Voilà, ce qui vient souligner l'extrême dangerosité de leur métier, ce qui permettait sans doute de rajouter du naturel à la mise en scène d'ailleurs. Et malgré cela, ils restent souriants, insouciants, partageant un moment de pause, de break, pour luncher. Ce que j'aime dans cette image, c'est qu'elle respire la fraternité ouvrière, unie par le risque et la solidarité. Et ça, c'est beau, putain. C'est magnifique. C'est merveilleux, c'est splendide. En pleine crise économique, rappelons-le, New York continue de s'élever. Et ces hommes sont le visage, sont les bâtisseurs de ce New York moderne. De ce nouveau New York. Et ces ouvriers vont alors venir représenter le courage et la détermination de ces travailleurs. Ça vient aussi illustrer le rêve américain où l'effort collectif va permettre de créer des infrastructures impressionnantes. Et alors donc, pourquoi cette image est devenue si célèbre ? Eh bien en fait, c'est surtout dû à cet équilibre entre la sérénité de ces ouvriers et le danger extrême. Cet équilibre qui va donner une force incroyable à cette photographie. C'est unique, c'est irréel, c'est beau. On a presque envie de les faire tomber. Elle symbolise, comme je l'ai dit juste avant, une Amérique travailleuse, mettant en avant ceux qui construisent le pays, souvent au péril de leur vie, durant une période économique particulière. Pendant longtemps aussi, sachez que l'identité du photographe et des ouvriers était restée inconnue, ce qui soulignait le caractère un peu légendaire de la photographie. Prise en 1932, ce n'est qu'en 2003 que cette image a été attribuée à un certain Charles Clyde Ebbets, Charles qui est mort d'ailleurs en 1978. Donc désolé Charles, si jamais tu passes par là. Enfin non du coup, mais bref. Et quant aux ouvriers, leur identité reste quand même assez floue même à l'heure actuelle. Il y a bien un Américain qui affirme que les hommes aux deux extrémités sont son père et son oncle, des immigrés irlandais.
tandis que certaines recherches tendent à donner une origine italienne à la deuxième personne en partant de la gauche. Quoi qu'il en soit, cette image est devenue intemporelle, la preuve est que beaucoup de gens la reconnaissent aujourd'hui. Elle est même souvent détournée et reproduite, prouvant son impact culturel. Eh bien, je suis très heureux de vous avoir raconté l'histoire de cette photographie parce qu'elle me plaît beaucoup et elle donne le vertige, sans mauvais jeu de mots. Allez, on avance. En 1939, la photographie n'en est qu'à ses débuts. Le daguerréotype, inventé par Louis Daguerre, vient à peine d'être dévoilé au public. À cette époque, prendre une photo est un processus long, complexe et expérimental. C'est dans ce contexte que Robert Cornelius, un jeune chimiste et passionné de photographie vivant à Philadelphie, décide de réaliser une expérience inédite. Il installe son appareil à l'extérieur du magasin familial, retire le cache de l'objectif, court se positionner devant l'appareil et reste immobile pendant plusieurs minutes avant de refermer l'objectif. Résultat, le premier autoportrait photographique de l'histoire, le tout premier selfie. Alors, si on voulait décrypter rapidement l'image, que pourrions-nous relever? Premièrement, Cornelius fixe directement l'objectif, avec une neutralité dans ses émotions. Ce qui est logique, puisqu'à l'époque, il fallait bien plusieurs minutes à l'objectif pour pouvoir fixer l'image. Et je vous mets au défi de sourire pendant 5, 7 ou 9 minutes, rip les zygomatiques. Et en même temps, on pourrait presque lui allouer un air légèrement hésitant, aussi déterminé, comme s'il se demandait si ça allait fonctionner. Sa posture est en elle-même plutôt décontractée, pas de balai dans le... Non, je peux pas dire ça. Si on regarde bien, Cornelius a les bras croisés, ce qui à l'époque sur une photo est plutôt... Ouais, c'est innovant quoi, on n'est pas prêt de revoir ça pendant un petit moment. Ce qui joue avec ça, c'est aussi ses cheveux décoiffés et son menton entrouvert qui lui donne un air presque rebelle, un style qui contraste avec la rigidité des peintures de l'époque. Et oui, je vous le rappelle, en ces temps-là, c'est pas du tout la photographie qui prime. On est même qu'à ses balbutiements. Big up à Nicéphore Nips et à sa première photo prise en 1826, la toute première photographie de l'histoire. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, puisque nous sommes au tout début de la photographie, il ne sera pas du tout étonnant de voir sur le selfie de Cornelius un aspect flou, un aspect granuleux, qui est typique des premiers daguerréotypes. Et enfin, on remarque que la lumière naturelle crée des ombres douces qui vont venir accentuer le relief du visage et lui donner un aspect presque fantomatique. D'ailleurs, sachez qu'il est possible de retrouver sur internet une version moderne de cette photographie. Je vous la mets juste là. On dirait un prof de gauche, de littérature, à la Sorbonne. C'est trop précis. Alors pourquoi cette photo est devenue célèbre? Avant même les smartphones et les réseaux sociaux, Cornelius invente le concept même de l'autoportrait photographique. En d'autres termes, elle marque le début du selfie. Elle est aussi un symbole d'innovation car elle représente le passage d'une ère dominée par la peinture à l'ère de la photographie, où capturer son propre reflet devient enfin possible. Ensuite, elle vient incarner l'expérimentation. Cornelius ne savait pas du tout si son idée allait fonctionner. Il a tenté quelque chose de nouveau et son cliché est devenu un jalon historique. Enfin, cette image annonce l'évolution de la photographie, en tout cas un nouveau pan de son art. Depuis cette image, les autoportraits sont devenus un phénomène mondial, allant des premiers portraits en studio aux selfies numériques d'aujourd'hui. Cornelius ne savait sûrement pas que son geste allait devenir un geste quotidien pour des milliards de personnes de nos jours. Pourtant, en une seule photo, non seulement il a capturé son visage, mais aussi l'essence même de la photographie, à savoir figer un instant dans le temps pour l'éternité. Chers amis, la prochaine fois donc que vous vous prenez vous-même en photo, sachez que près de 200 ans vous séparent de la première fois où cela a été fait. Nous sommes le 14 février 1990. La sonde spatiale Voyager 1, lancée par la NASA en 1977, s'apprête à quitter le système solaire après plus de 13 ans de voyage. Avant de poursuivre son périple vers l'espace interstellaire, la NASA décide de lui faire tourner ses caméras une dernière fois vers la Terre. Sous la direction de Carl Sagan, un célèbre astrophysicien et vulgarisateur scientifique, Voyager 1 capture une image qui va changer à jamais notre perception de nous-mêmes. À 6 milliards de kilomètres de distance, au milieu de l'immensité sombre et infinie du cosmos, la Terre apparaît sous la forme d'un minuscule point bleu pâle, suspendu dans un rayon de lumière solaire. C'est cette image que l'on nommera plus tard Pale Blue Dot. Alors, on analyse la photo. Il y a un point blanc dans du bleu quoi. Sur cette image, la Terre ne mesure que 0,12 pixels. Et quasi invisible, elle flotte au milieu d'une mer d'obscurité. Alors l'image est marquée par des bandes lumineuses provoquées par la réflexion du soleil dans l'objectif, qui vient d'ailleurs donner un aspect quasi mystique à l'image. Contrairement aux photos détaillées de la Terre prises par des satellites, ici notre planète semble insignifiante, perdue dans l'immensité de l'espace.
Cette perspective remet en question notre place dans l'univers, en rappelant à quel point notre monde est petit et fragile. Alors qu'on se le dise, ce n'est pas une image spectaculaire en termes de qualité. La Terre, elle est floue, elle est petite, elle est presque imperceptible, mais c'est justement ce qui lui donne sa force. Une force émotionnelle, premièrement, mais aussi philosophique. On est loin, on est très loin, on est très très loin. On est très 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 très... On comprend non sans mal que dans cette photo se trouve une leçon d'humilité. Mais elle est pourtant simple cette photo. Alors attention, simple dans sa composition, pas dans son dispositif. Parce que je vous mets au défi de photographier la Terre de ce point de vue, on est à 6 milliards de kilomètres de la Terre. Et vous savez déjà ce que ça fait 1 million Larmina? Alors pourquoi cette photo est devenue si célèbre selon moi? Alors premièrement, et ce qui apparaît en premier pour moi lorsque l'on regarde cette photo, c'est l'effet waouh. Elle va venir changer notre regard sur nous-mêmes. Elle vient nous rappeler que nous sommes un grain de poussière dans un océan cosmique. Pour l'anecdote, Carl Sagan accompagne dans son livre du même nom cette image d'un joli texte, un texte où il souligne l'absurdité de nos guerres, de nos divisions et de notre arrogance, en rappelant que tout ce que nous connaissons tient sur ce minuscule point bleu. Car oui, Pale Blue Dot vient comme une piqûre de rappel vous mettre, en pleine face la fragilité de la Terre. On peut aussi rajouter la dimension exploratrice de cette image. Elle représente l'exploration spatiale et ses réussites. D'ailleurs, et ça je sais que vous le savez, Voyager 1 est l'objet conçu par l'homme le plus lointain. Et en plus de 50 ans de périple, qui continue à l'heure actuelle, Voyager 1 se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de notre chère planète bleue. Alors, leçon d'humilité, méditation sur notre existence, cri d'alarme écologique ou encore preuve de la beauté fragile de notre monde, Pale Blue Dot n'est définitivement pas une simple photo astronomique. Derrière chaque cliché historique se trouve bien plus qu'une simple image. Et c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre ici aujourd'hui à travers ce format-là justement. La photographie a ce pouvoir unique de pouvoir figer un instant et de le rendre immortel. Elle peut nous transmettre un message, des interrogations et même des émotions. Et je trouve ça vraiment très intéressant de faire ça. Ça permet de voir la puissance de la photographie et en même temps de voir comment elle s'inscrit dans l'histoire et comment elle va venir également la marquer. N'hésitez pas non plus à me dire quelles sont selon vous les photographies historiques les plus marquantes de l'histoire, ou alors votre photographie historique préférée. Quand vous tombez dessus, vous êtes en mode « Waouh, trop bien !» En espérant que ce soit pas The Falling Man. Voilà, je vous embrasse tous, allez au cinéma, faites des photos, moi je vais aller poncer The Witcher 3 Blood and Wine, et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Brian Fly, la bise.